Chers amis, bonjour et bonsoir pour ceux qui sont loin. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui à notre événement du groupe de réflexion sur l'Algérie, le Graal. Nous allons le consacrer au 8 mai 1945. Je salue et je remercie nos amis pour leur concours, ainsi que les membres du Graal ici présents. Je remercie également notre partenaire Alterna TV et Rabah Moula de leur soutien indéfectible aux émissions du Graal. Chers amis, à l'occasion du 80e anniversaire du 8 mai 1945, une date qui symbolise la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, nous allons aujourd'hui évoquer également cet événement dans le contexte en Algérie. Le groupe de réflexion sur l'Algérie consacre 2 dates sur ce sujet. Pour l'instant, nous allons évoquer ce 1er mai 1945 à travers les regards croisés des historiens ici présents et des vôtres, bien entendu. Le mercredi prochain, le thème choisi sera les effets immédiats et au-delà du 8 mai 1945 en Algérie. Les historiens qui interviennent à notre table aujourd'hui et à notre débat sont des spécialistes de l'histoire contemporaine et de l'Algérie. On ne va pas les présenter tellement leur parcours est riche. Je présente donc Benjamin Stora, que je remercie, Benjamin Brouwer également, Issa Kadri qui est là, nos membres du Graal, Alsrer et Rimat, Yasmine de Chouk, et vient de nous rejoindre aussi l'historien Alain Rochiot. Avec retard, je suis vraiment désolé. Non, je vous en prie, on vient de commencer. Et donc, bien entendu, on attend notre ami historien Amar Mohand Amer. Avec plaisir. Qui est actuellement aussi en Algérie. Oui, comme je disais tout à l'heure, bien que le 8 mai 1945 représente la victoire des Alliés contre l'Allemagne nazie en Algérie, cette journée est également synonyme d'événements historiques tragiques que sont les massacres de Sétif, de Guelma et de Kherata. Une date heureuse en France et en Europe, mais une date fatidique et fondatrice du nationalisme et du combat libérateur pour le peuple algérien dès lors colonisé. On va tenter avec nos amis et autour de cette table ronde de répondre à quelques questions et d'avoir un débat riche. Je tiens aussi donc à signaler que notre ami Benjamin Stora, donc, étant donné qu'il aura un événement dans 45 minutes, il doit nous quitter plus rapidement. Donc, on doit répondre à ces questions. Que s'est-il passé en Algérie ce 8 mai 1945 ? Comment le nationalisme algérien s'est-il manifesté et dans quel contexte de cette époque ? Pourquoi cette date devient le prélude de la guerre de libération et du 1er novembre 1954 ? Y a-t-il eu des interactions avec la géopolitique internationale du moment ? Voici quelques questions qui vont en ramener d'autres auxquelles nos amis pourraient nous répondre et sur lesquelles nous éclairer. Je vais donner la parole à notre ami Benjamin Stora. Par contre, je ne sais pas qui c'est qui est, parce qu'en fait, on a un fond de bruit, donc on va éteindre les micros au fur et à mesure. Monsieur Stora. Bonsoir. 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 Bonsoir à tous. Bonsoir mon ami Issa Kadri, que je vois à l'écran. Je n'ai pas vu pour longtemps, depuis l'Institut Maghreb Europe.
de Paris 8, mais il a disparu à nouveau. Là, je le vois plus. Non, mais il Il revient. Il est trop modeste, il est trop modeste. Il va revenir. Le voilà, je le vois. Salut, Aïssa. Je le vois. L'ami Alain Ruscio, bien sûr, que je connais depuis fort longtemps maintenant. Oh, oui. Surtout, notamment en 2004, pour fêter l'anniversaire de Dien Bien Phu. À chaque fois, on se voit pour les anniversaires. Oui, bah, j'en parlerai tout à l'heure. Le mérite des historiens, c'est toujours de se voir dans les anniversaires. Donc, j'avais été invité à Hanoï avec lui, d'ailleurs, et j'avais eu l'honneur de rencontrer le général Giap à cette époque-là, donc en 2004, pour l'anniversaire de Dien Bien Phu. Alors là, ce soir, c'est un autre anniversaire. Si tu permets, Benjamin, oui, moi, je me suis permis de dire un jour dans un colloque que le 8 mai 45 et le 7 mai 54, eh bien, 9 ans et moins un jour plus tard, Dien Bien Phu était la revanche des massacres du Constantinois. Tout à fait. Les dates sont liées, bien évidemment. C'était pas un hasard. Bien sûr, si je faisais cette référence à notre rencontre à Hanoï à cette époque-là. Il y a donc, je ne sais plus maintenant, 20 ans depuis. Sur le 8 mai, donc le 8 mai 45, bon, les faits commencent à être bien connus maintenant, surtout ici avec tous nos amis présents, ils connaissent bien cette histoire, donc je ne vais pas m'amuser à raconter dans le détail tout ce qui s'est passé, simplement vous signaler que il y avait eu des manifestations le 1er mai, bien sûr, qui avaient été très très réprimées, des manifestations classiques, manifestations du 1er mai, fête des travailleurs en fait, hein, c'était des manifestations telles qu'on les voyait dans toutes les villes d'Algérie. Par contre, le 8 mai, c'était une manifestation un peu particulière pour la libération notamment des dirigeants nationalistes emprisonnés, notamment la libération de Messali. C'était quand même l'objectif principal. Je m'étonne malheureusement qu'encore aujourd'hui, quand on signale le 8 mai, on mentionne pas le fait que c'était en fait la libération de Messali, qui était quand même un des mots d'ordre principaux de ces manifestations. Alors ceux qui appelaient, vous le savez, ce sont les AML, les Amis du Manifeste de la Liberté, une sorte de grand courant qui composait l'ensemble des tendances du nationalisme algérien, notamment avec les amis de Ferhat Abbas, les amis de Messali, bien sûr, qui étaient majoritaires, c'est-à-dire les anciens du PPA, bien sûr, du Parti du peuple algérien, qui formaient la colonne la plus nombreuse dans les amis du Manifeste de la Liberté. Et bon, ce qui s'est passé le 8 mai à Sétif, c'est que donc on a voulu arracher les mains du drapeau algérien, le scout musulman algérien qui a été tué, ça a provoqué disons une espèce d'émeute, contre les Européens de la ville de Sétif, et puis à partir de là, une répression qui malheureusement a duré pratiquement 2 mois. C'est pas simplement le jour du 8 mai 1945, mais on le sait notamment par un certain nombre de travaux de recherche historiques. Mais juin 45, moi j'avais commencé à travailler là-dessus quand j'ai fait ma biographie de Messali, que j'ai soutenue en 1978, donc il y a 50 ans. Et c'était grâce notamment aux archives que m'avait donné la fille de Messali, Janina, que j'ai revue cette semaine d'ailleurs. Elle a 87 ans, on en a longuement discuté du 8 mai 1945, où elle m'a raconté comment elle avait passé cette journée avec son père, avec Messali, bon, qui était déjà déporté, qui était sorti de son bagne de Lambèze. Et elle m'a raconté, disons, comment ça s'était passé, c'est-à-dire le fait qu'il n'avait pas forcément disons, était au courant du soulèvement, répression terrible, que petit à petit, les nouvelles lui sont parvenues de l'ampleur de ce qu'avait été cette extraordinaire répression qui a duré 2 mois. Donc, effectivement, cette date est importante pour l'Algérie parce qu'Alain le disait à l'instant, elle précède bien sûr Dien Bien Phu et naturellement les Aurès 54, au sens générique du terme. Les Aurès, c'est volontaire si je dis les Aurès, bien sûr, parce que moi je connais particulièrement cette région, mais c'est de toutes les régions, bien sûr, la Kabylie, l'Ouest, le Sud, bien sûr, faut oublier personne, et Alger, que sont liés, bien sûr, ces événements. Mais il faut dire un mot, moi je terminerai là-dessus, il faut dire un mot sur le fait que l'année prochaine, je profite de l'occasion, l'année prochaine, en 2026, ce sera le 100e anniversaire de la création de l'étoile nord-africaine. Il y a 100 ans a été créée l'étoile nord-africaine, un siècle,
Déjà, le temps passe, 100 ans, et j'espère que le Graal organisera, pourquoi pas, l'année prochaine, un événement pour la création, constitution, il y a 100 ans, de cette première grande organisation nationaliste algérienne avec des personnages qui ont joué un rôle très important comme Imma Shamar, Hadjef Belkacem ou bien sûr Messali, mais aussi Hadj Ali Abdelkader qui a été un des fondateurs et qui était membre du Parti communiste français à cette époque-là en 1926, comme Messali d'ailleurs et d'autres. Et il y a, je crois, un lien, bien sûr, entre la création en amont de l'étoile nord-africaine et naturellement en aval la création du développement de l'insurrection de novembre 1954. Donc c'est entre ces deux moments, pourrait-on dire, que se situe, disons, cette phase, cette séquence particulière qui verra notamment l'entrée en politique de toute une nouvelle génération d'Algériens, de militants algériens qui vont rentrer en politique contre la répression. Bon, vous connaissez tous les textes de Kateb Yassine, de toute une série de dirigeants, de militants algériens qui vont être profondément touchés, marqués par la répression du 8 mai 45 et qui vont commencer à entrer en politique sous un angle extrêmement radical. C'est-à-dire que le 8 mai 45, quelque part, marque aussi, la réflexion sur ce fameux rapport au comité central de Zeddine que fera aussi Naït Ahmed, c'est-à-dire le passage à la lutte armée, mais qui est appuyé, ce rapport au comité central, qui est appuyé sur les événements, entre guillemets événements, de CETIF de mai-juin 45. C'est-à-dire que c'est un seuil, un basculement, c'est-à-dire que dans le fond, l'action politique traditionnelle qui se déroulait par des manifestations, des tracts, des pétitions, des meetings, des interpellations politiques, etc. Cette fois-ci, on va passer à un autre seuil, à une autre phase de l'histoire du nationalisme algérien, en particulier avec la création de l'organisation spéciale en 1947 et puis le rapport, comme je mentionnais tout à l'heure, rédigé par aussi Naït Ahmed. Donc voilà quelques-unes, j'avais envie de mentionner quelques grandes dates de commémoration historique exprès pour démarrer cette intervention. Et malheureusement, je ne pourrais pas rester très longtemps avec vous, mais je vous écoute avec plaisir. Voilà. Merci, cher ami. Donc, le rendez-vous est pris pour le colloque ou l'événement autour de la création de l'étoile nord-africaine pour 2026, en espérant que vous soyez des nôtres. Donc, je donne la parole à Alain Rochiot, qui vient de nous rejoindre aussi. Et donc, comment voyez-vous ces événements, surtout le contexte historique? Le contexte historique, Benjamin vient très bien de le brosser. Moi aussi, c'est un des gros défauts des historiens, toujours de remonter en amont. Rappeler qu'également, la matrice de l'étoile nord-africaine, c'était l'Union intercoloniale, créée 4 ans plus tôt par un certain nombre de colonisés. Ce qui était très intéressant dans cette première matrice, c'était le fait qu'il y avait justement des colonisés de la totalité de l'Empire français. Et ce qui était déjà un signe, et l'étoile nord-africaine a ensuite été, bien sûr, la spécificité de la colonisation en Algérie, mais le fait que des colonisés comme Abdelkader Hadjali, dont tu as parlé, et puis évidemment Nguyen El Quoc, le futur Ho Chi Minh. Donc déjà il y avait cette inscription de la lutte du peuple algérien dans les luttes générales des damnés de la terre, en quelque sorte, des parias. Je rappelle que le journal de l'Union intercoloniale s'appelait le Paria. Alors maintenant, sur le contexte global, évidemment, il faut parler également du contexte, il faut d'abord parler du contexte local. Rappeler une chose, c'est que la spécificité, me semble-t-il, de la répression féroce du printemps 1945 a été l'addition de plusieurs forces de répression. Bien sûr, la répression classique de l'armée, de la gendarmerie, de la police, des services dits de sécurité, mais également des colons.
Et ce n'est pas la première fois, mais je pense que cette intervention très très massive et féroce et véritablement de chasse à l'homme, de ratonnade, puisque le mot existait déjà, de chasse à l'arabe, l'expression a été employée à l'époque, est une très très ancienne tradition, coutume, pratique du monde du colonna. Je rappelle, d'ailleurs, je vais un petit peu de publicité au passage, je viens de faire un livre qui s'appelle La Première Guerre d'Algérie, dans lequel je cite des textes de Bugeaud, qui dit aux colons, vous devez être armés pour résister aux Arabes, et alors lui employait le mot de résister, mais pour chasser l'Arabe, en quelque sorte, il y avait cet aspect-là. Donc voilà, l'armée, les milices, et ces milices ont été un phénomène de masse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu besoin de meneurs, il n'y a pas eu besoin d'aiguillons pour inciter un grand nombre d'Européens d'Algérie de faire cette chasse aux Arabes, parce que tout simplement, c'était une manifestation de ce qui était le support de l'esprit colonial, à savoir la haine de classe, la haine de race, pardon. Vous voyez, comme quoi, haine de classe, haine de race, les choses d'ailleurs peuvent être tout à fait dialectiquement unies. Voilà, je voulais juste faire cette première précision et puis laisser la parole à chacun des amis. Merci. Donc, en fait, ce qu'on a pu aussi comprendre, vous allez me rectifier si besoin. Donc, il y a eu donc une répression donc d'environ par rapport aux chiffres, parce qu'en fait il y a ce débat des chiffres qui revient souvent. On parle de 15 000 victimes côté français, de 40 000 côté algérien. Oui, qui peut nous répondre sur le nombre de victimes pendant ces 2 mois de répression? Amar, peut-être, qui vient de nous rejoindre. Bonjour. Oui, bonjour Amar. D'être avec vous. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Oui, très bien, merci. Oui, alors, vous savez, les questions des chiffres, c'est un gros problème qui se pose à nous historiens, et notamment les historiens qui travaillent en Algérie, parce qu'on est souvent interpellé pour infirmer, consacrer ou confirmer des chiffres qui n'ont pas été donnés par les historiens. Et là j'ai vu qu'une personne, toujours dans cette logique qui peut être légitime, est-ce que vous pouvez confirmer le chiffre? Moi, je ne peux pas confirmer le chiffre. Moi, en tant qu'historien, je ne peux pas confirmer. Il y a des travaux qui donnent des chiffres beaucoup moins importants. Cette histoire des chiffres reste un des grands angles morts de l'historiographie nationale en Algérie. Il y a eu des travaux sur mai 45, mais on n'est pas allé très loin dans cette recherche. Et le chiffre, comme disent mes collègues en Algérie, c'est des chiffres symboliques. On peut mettre 45 000, comme on peut mettre 500 000. Rien ne remplace la souffrance et les sacrifices des Algériens. Donc, vous voyez, on est dans une relation où l'histoire est complètement reliée avec la mémoire, avec une mémoire qui reste encore vive. Moi, je ne pourrais pas vous répondre pour vous dire, parce que ce n'est pas une question d'historien. Merci. Parce qu'en fait, on dit aussi qu'il y a eu 102 victimes côté européen. Donc ça, c'est un chiffre où tout le monde tout le monde est d'accord, pardon, non? Oui, mais Alain,
Oui. Non, mais moi, j'adhère entièrement à ce qu'a dit Amar. Ce n'est pas notre rôle. Et j'ajoute que de toute façon, la situation coloniale faisait que l'état civil en Algérie était balbutiant et était complètement approximatif. Donc, et puis, on connaît tous un certain nombre de facteurs. Le fait, par exemple, que des familles aient caché des morts parce qu'elles craignaient que les milices viennent ensuite questionner et puis ajouter encore des cadavres aux cadavres. Donc, il y a malheureusement beaucoup et sans doute des centaines, peut-être plus, de martyrs algériens qui ont définitivement disparu des statistiques et malheureusement de la mémoire. Je ne peux pas en dire beaucoup plus. Sur les chiffres, il faut dire que les nationalistes algériens ont avancé tout de suite le chiffre de 45 000. Ça, c'est le chiffre officiel des nationalistes algériens dès 1945. Ce n'est pas un chiffre qu'ils ont avancé après coup. Ce n'est pas un chiffre qu'ils sont donnés, par exemple, en 1950 ou en 1962, après l'indépendance. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de chiffres qui ont été donnés après l'indépendance de l'Algérie, vous le savez. Non. Là, le chiffre de 45 000 morts a été avancé par le PPA. Hein, c'est les responsables du PPA qui ont avancé le chiffre de 45 000 morts. Ensuite, il y a le chiffre donné par le général Duval ou Tuber, excusez-moi, je suis un peu fatigué, qui a annoncé un chiffre, parce qu'il y avait une commission d'enquête qui avait été faite, où là, on avait avancé un chiffre officiel, par conséquent, de 1300 morts, qui était le chiffre donné par l'armée française, disons, à cette époque-là. Il y a le chiffre officiel des 103 Européens tués. Ça, c'est un chiffre aussi qu'il faut donner parce que c'est un chiffre officiel. Le premier jour. Voilà, dès le moment où ça c'est le premier jour, absolument. Et puis, il y a les chiffres donnés quand même par des historiens qui ont travaillé après coup. Je citerai en particulier le travail de Jean-Louis Planche, qui a soutenu, disons, une thèse, a fait un grand travail, qui a sorti un livre sur cette question. Il avance, lui, le chiffre de 30 000 morts. Hein, donc, c'est le chiffre avancé par les recherches de Jean-Louis Planche. Et puis, il y a l'article écrit par Charles-Robert Ageron, qui a travaillé sur les chiffres de ce qui s'est passé à Sétif-Galma en mai-juin 45. Ageron a avancé, disons, je me rappelle de lui il y a longtemps, il y a 30 ans, il a avancé le chiffre, disons, de 15 000 morts, de 15 à 20 000 morts. C'est le chiffre que Ageron, disons, a avancé dans ses articles, chiffre qui a été contesté par d'autres historiens algériens. Dès cette époque-là, au moment où Ageron écrivait ça, il était contesté, disons, par ces chiffres. Et enfin, il y a le travail de Jean-Pierre Péroulou, qui a soutenu une thèse sur Sétif, où lui, il avance le chiffre environ de 20 000 morts. Et puis, enfin, le premier travail, c'est ceux de deux historiens algériens qui ont travaillé sur je cite volontairement tous les historiens parce qu'il y a beaucoup de recherches. Il y a le travail de Mohamed El Corso, qui a travaillé le premier, qui a fait sa thèse, disons, sur cette question-là. Et puis, Redouane Tabet, qui a sorti aussi un ouvrage après Mohamed El Corso, et qui, eux, reprenaient, disons, le chiffre officiel avancé par le PPA-MTLD, parce que le MTLD a été créé un an après. Donc, ils reprenaient, disons, le chiffre des 45 000 morts. Et c'est ce chiffre-là, disons, qui a été, disons, validé, entre guillemets, de manière officielle en Algérie depuis ce temps-là, dont parlait tout à l'heure Amar, bien sûr, dans son intervention, qui est effectivement difficile comme intervention quand on est confronté à des histoires officielles, alors qu'il s'agit d'un débat aussi qui doit passer de la mémoire blessée à l'histoire scientifique. Ça, c'est pas simple, évidemment. Exact. Là, je viens d'avoir une question. Donc, Nicole Cohen-Haddad qui nous questionne. Les Britanniques et les Américains avaient lancé des chiffres à cette époque-là. Peut-être que Benjamin, vous pourrez nous répondre. Oui, merci. Absolument. Et c'est en fait celui qui a sorti le premier des archives britanniques, c'était Planche.
Jean-Louis Planche a, il y a une vingtaine d'années, sorti, exhumé les archives américaines et britanniques sur le chiffre, disons, qui tournait entre 40 000 et 45 000 morts. Donc c'était quand même très important. Là, la répression a été très, sur 2 mois, hein, encore une fois, elle a été extrêmement importante, hein, c'est évident. Et donc les débats historiographiques peuvent toujours continuer, mais comme ça a été dit avant moi, comment dirais-je, c'est très difficile de quantifier les souffrances subies, le traumatisme, disons, bien sûr, plutôt que de se polariser toujours et encore, et chaque année, c'est toujours les mêmes débats, alors que en fait, la répression a été colossale, quoi. Je veux dire, sur tout le Constantinois, et c'est du Constantinois et des Aurès en particulier que repartira 10 ans plus tard, à peu près 9 ans après, l'insurrection, la révolution algérienne de novembre 54. C'est pas un hasard. Et puis c'est pas un hasard non plus si ce sera dans cette région que la répression sera très forte le 20 août 1955. Hein, là, il y a aussi, toujours dans la même région, hein, une répression qui est extrêmement importante. Merci. Benjamin Brouwer, pardon, oui, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, je voulais dire, je pense que ça serait utile pour notre audience, là, les spectateurs qui ne sont pas forcément des historiens professionnels, de savoir d'où ils viennent les chiffres. Et une chose qui est, Anna, il a parlé de l'état civil et le manque d'état civil pour une grande partie des Algériens dans ces régions-là de l'Est algérien. Et aussi, comment dire, il n'y a pas de débat sur les chiffres pour les victimes européens, français. Non. Et ça, c'est pas un hasard. Il y avait tout, les chiffres, c'est une question de pouvoir. Ceux qui ont le pouvoir, ceux qui ne sont pas le pouvoir. Et dans cet été de 1945, il y avait un effort bien documenté de brouiller la piste sur les chiffres des victimes algériennes. Des corps qui sont brûlés dans les fours à chaud pour les faire disparaître, la façon par laquelle les corps étaient jetés des camions dans les gorges vers Karata, pas comptés, pas nommés, indifféremment jetés là dans le ravin, dans les gorges. Et ça, c'est aussi, il y a plein de cas comme ça. Combien de victimes des Irakiens pendant l'occupation américaine de leur pays? On sait exactement combien des soldats américains qui sont morts, mais très peu d'idées, même aucune idée sur les victimes irakiennes. Et ça, c'est une question de pouvoir. Merci pour ces précisions. Par rapport aux condamnations de l'époque, quelles sont les condamnations? Est-ce que les condamnations, est-ce que ces répressions ont été condamnées en métropole et aussi en Algérie? Arissa Kadri. Oui, merci pour l'invitation, Yazid. Bonjour à tout le monde, mes amitiés au présent, les deux Benjamin, Alain, Amar, Yazid. Voilà, on est en famille. Yasmine, parce que je suis arrivé un petit peu en retard. Moi, je souhaiterais la question des chiffres, enfin revenir un peu sur la question des chiffres pour poser une question plus au fond sur l'écriture de l'histoire et l'objectivité de l'histoire. La question des chiffres, Harbi disait, je crois, la même question, il disait, ce qui pose problème, d'abord c'est un symbole, le chiffre, mais ce qui pose problème, c'est le ratio entre les Européens, 103, et le nombre de musulmans, disait-on à l'époque, assassinés ou morts ou disparus, ce qui était quand même quelque chose d'incommensurable du point de vue du ratio, des inégalités, de la souffrance de la population, notamment dans la région est de l'Algérie. Donc ça me permet personnellement d'introduire deux remarques qui touchent vraiment au prérequis de l'écriture d'une histoire plutôt objectivée de la période. D'abord, il y a peu de travaux d'historiens qui ont porté sur le 8 mai ces dernières années. Je m'en désole personnellement, je ne suis pas historien, mais même les thèses ou les travaux de jeunes historiens, en Algérie surtout, il y a peu de travaux. Il y a eu récemment l'ouvrage de Nacht, le hors-série 7, sur une nouvelle approche du 8 mai 45, où on reprend un certain nombre d'entretiens.
il y a le texte de Neil McMaster sur la famine en 1945, et il y a surtout les anciens travaux qu'a cité Benjamin tout à l'heure, celui de Daniel Ray Goldzager, qui est vraiment un travail fondamental du point de vue de la recherche, de Mahfoud Qaddach, d'Aïnat Tabet, de Harbi aussi, d'Ajran, Charles Robert Ajran, Charles Geoffrey, mais plus récemment, dans cette vieille génération, enfin, disons les générations d'avant les années 2000, ou plutôt au début des années 2000, les travaux de Pérouloud, Jean-Louis Planche. Il y a le travail d'Nicole qui est présente à l'époque, elle avait eu cet ouvrage de Jean-Pierre Pérouloud, justement, qui fait une préface à Marcel Régui, qui a fait son enquête en 1946, qui a écrit en 1946 un témoignage bouleversant sur ce qui s'est passé, la perte de ses deux frères et de sa sœur, et que cet ouvrage étant publié tardivement. La jeune Abda, là, va publier, qui a perdu aussi ses parents, va publier ses recherches sur les conditions d'assassinat de ses parents. Il y a le travail de Kamel Benaish, qui vient de rééditer son ouvrage d'entretien avec des témoins directs et indirects des manifestations de Sétif. Donc, il y a un certain nombre de travaux, mais qui laissent un peu sur leur fin. Je crois que pour avancer, il faut aller vers de nouvelles sources. Et justement, là, on a cité, Nicole a cité, notamment les Américains et les Anglais. Effectivement, Jean-Louis Planche parle des sources américaines, mais on n'a pas été aux archives américaines, on n'a pas été aux archives anglaises, voire étrangères. On n'a pas fait de comparatisme. Dans le moment, Neil McMaster fait un peu de comparatisme à propos de la famine, mais à mon avis, la perspective comparatiste devrait être développée en dehors du tête-à-tête algéro-français ou franco-algérien. Cela demande donc également que la recherche en histoire en Algérie soit accompagnée par des formations rigoureuses et notamment par une formation d'archiviste, d'historien. Et on a donc besoin de renouveler l'historiographie de cette période et notamment d'éclairer autrement le 8 mai 1945. La deuxième remarque, et je parlerai du contexte parce que vous avez posé la question du contexte et je m'arrêterai là. La deuxième remarque, je pense qu'il faut que cette histoire soit écrite en distance des pouvoirs politiques. Et justement, Benjamin Stora parlait des chiffres officiels là, énoncés ici et là. Je ne pense pas d'ailleurs que, disons, des historiens, d'une certaine façon mandatés par le politique, puissent aller au fond des choses et notamment dire vraiment la réalité de ce qui s'est passé. On le voit aujourd'hui d'ailleurs avec la commission Macron qui appelle, Macron qui appelle à mettre en place une commission sur les massacres de 1947 à Madagascar. Je pense qu'à chaque fois qu'il y a un problème qui se pose du point de vue des mémoires, on peut créer une commission, dit-on, pour un peu peut-être noyer le poisson. La recherche, à mon avis, doit être autonome. Ceci étant dit, personnellement, je ne suis pas historien, même si l'histoire et la sociologie sont les deux faces d'une même pièce et qu'on peut faire de la sociologie sans histoire sociale. Je voudrais donc parler aujourd'hui du contexte et du contexte sociologique. Moi, je dirais que j'ai été au fond des causes pour analyser les causes qui sont généralement connues. Alain en a parlé, la logique coloniale, les logiques coloniales, la nature même de la colonisation. Mais ce qui me semblait important, et je suis revenu sur ça, j'ai écrit donc un article dans l'ouvrage publié par Nicole Cohen-Haddad, des Tramorques et Mémeurs sur l'opération Torche. Il me semble que le moment de la guerre contre le nazisme et le fascisme, le moment donc du débarquement américain configure de nouveaux rapports de force dans la situation coloniale entre les différentes parties de la population et donc va définir ce qui va se passer après. On est vraiment dans un moment, dans ce qu'appellerait Karl Mannheim, un moment de basculement, vraiment un événement fondateur, l'opération Torche. Et le débarquement allié va mettre au cœur du débat l'idée de la liberté de la citoyenneté des populations indigènes. Et les Américains étant aux yeux des élites locales, notamment de Farhad Abbas et ses compagnons, donc les représentants de la Charte de l'Atlantique de 1942, les promoteurs des idées de liberté, d'autodétermination, qui sont les conséquences des suites de la Première Guerre mondiale. Et donc, ce basculement va faire en sorte qu'il va
d'une certaine façon, redéfinir, reconfigurer le champ politique algérien, notamment le champ politique des partis nationalistes. Je reprendrai peut-être sur ce point. Voilà, moi, il me semble que les historiens et les jeunes historiens doivent s'approprier cette histoire, doivent l'éclairer autrement, et sortir donc de ces, je veux dire, ségrégations réciproques ou anathèmes sur les chiffres, etc. Les chiffres étant, ce qui sont des morts algériens, vraiment, disons, la façade des souffrances algériennes depuis 1830, dont Alain a fait un ouvrage qui est que toute la période coloniale, c'est de 10 ans en 10 ans qu'il y a des massacres, hein, effectivement, depuis 1830 jusqu'à 62. Et quand la question des chiffres, elle interpelle plus sur, disons, les logiques coloniales et sur les moments. Et pourquoi, à ce moment-là, disons, les choses se sont radicalisées, comment le lobby colonial, et dans le cas de 48, le lobby colonial et les autorités sont en coalescence. Hein. Ils sont, d'une certaine façon, ils vont dans le même sens du point de vue de la répression. Il est évident que sur Guelma, c'est plus des milices, et sur Sétif et le Sétifois, c'est l'armée, mais d'une certaine façon, il y a une tension qui se fait au vu aussi des autorités coloniales. D'ailleurs, la délégation de Tubert ou l'enquête Tubert s'est arrêtée dès le début. Hein. Le disait là à l'instant peut-être Benjamin. Voilà. On va va juste préciser ces 2 ou 3 points. Merci. On va revenir dessus. Là, donc, je sais que Benjamin Stora donc doit nous quitter. Moi, j'aimerais bien qu'il nous réponde à cette question. Quelles a été les condamnations de l'époque? Je vois aussi que notre ami Rissard a parlé de l'opération Torche. Je pense que Aboulker a condamné, je pense, c'est la répression du 8 mai. Benjamin. Oui, tout à fait. José Aboulker a pris la parole à l'Assemblée nationale algérienne en juin 1945 pour condamner la répression qui avait été absolument terrible. Mais il faut dire la vérité, c'est que le mouvement ouvrier, la gauche française dans sa totalité, en métropole, n'a pas condamné les massacres de Sétif et de Guelma, qui était au pouvoir, bien sûr, le général de Gaulle, mais également Charles Dillon, qui était ministre communiste. Je sais que c'est très discutable. Alain va sûrement répondre à cette question épineuse, bien entendu. Mais il y avait une rupture entre les nationalistes et les communistes depuis longtemps. Depuis la fin des années 20, déjà, il y avait eu cette rupture à l'intérieur de l'étoile nord-africaine. Et donc, il y avait un affrontement, bien entendu, entre nationalistes et communistes qui a duré, disons, tout au long des années 30, et dans les années 40 aussi. Hein, il y a eu cet affrontement entre nationalisme et communisme qui a si bien été analysé par notre ami René Galissot, qui était quand même un des grands spécialistes de cette question-là. Donc, il y a eu malheureusement des tracts, disons, accusant les Algériens d'être des hitléro-trotskistes dans le Constantinois, c'est-à-dire les messalistes en fait, hein, fondamentalement, qui étaient considérés comme les hitléro-trotskistes. C'était le vocable à l'époque. Les tracts sont connus, hein, je veux dire, c'est pas une invention de propagande ou je ne sais quoi, c'est malheureusement la réalité, malheureusement la vérité, et ça a créé un fossé, bien sûr, hein, entre nationalistes et communistes, le fait de cette attitude, hein, disons, du Parti communiste français par rapport à la répression de Sétif et de Guelma. Maintenant, il y a aussi l'argumentaire qui consiste à séparer les communistes algériens des communistes français, etc. Mais néanmoins, il y a un fossé hein, qui s'est creusé sur cette question-là, à gauche. Les intellectuels en particulier n'ont pas protesté. Jean-Paul Sartre n'a rien dit à ma connaissance. Albert Camus a protesté. Je veux bien en parler si vous voulez. Voilà, mais pas la masse des intellectuels français de gauche, très occupés
à la lutte contre le nazisme, la fin du fascisme en Europe. Il y avait les fêtes de la libération. Enfin, bon, il y avait comme ça toute une atmosphère qui existait. Et dans le fond, l'Algérie apparaissait comme un pays très lointain. Bon, on s'en occupait pas tellement. Enfin, je veux dire, c'était pas, il n'y avait pas beaucoup d'intellectuels, réclamant de la gauche notamment, qui s'étaient engagés aux côtés des anticolonialistes. C'est pas un secret. Dans les années 30, l'étoile nord-africaine, les PPA, tous les dirigeants s'en plaignaient. Je ne vais pas ici les citer, de Messali à Image en passant par Adjef, tous disaient dans le fond qu'ils étaient quand même coupés de l'intelligentsia française, notamment pendant le Front populaire. Bon, à part les surréalistes comme Breton, Daniel Guérin, Marceau Pivert, quelques trotskistes et anarchistes, sinon le reste de l'intelligentsia française était en situation de défiance vis-à-vis des nationalistes, puisqu'ils appelaient le parti du peuple algérien, ils l'appelaient le parti populaire algérien, une référence à Doriot. Vous voyez à peu près le niveau, malheureusement, de disqualification qui existait contre les dirigeants nationalistes à cette époque-là, et qui en étaient évidemment très meurtris. Alors que, précisément, dans les bagnes, dans les camps qu'il y avait dans le sud algérien, messalistes et communistes étaient ensemble. Ils avaient été arrêtés ensemble, mis ensemble, etc. Mais ça n'a pas empêché que, dans la grande répression de mai-juin 1945, effectivement, il y a eu ce fossé qui s'est creusé entre nationalistes et communistes. Je pense qu'Alain a beaucoup travaillé sur ces questions-là. Il pourrait en dire encore plus que moi, bien sûr. Malheureusement, je ne peux pas rester trop longtemps avec vous. Merci. Si vous me donnez la parole, je veux bien, oui. Plus, c'est peut-être un peu différemment, Benjamin, ça me c'est normal, c'est normal. Moi, je suis toujours un petit peu gêné d'apparaître comme l'avocat de qui que ce soit. Mon livre, je crois, mon gros bouquin sur les communistes et l'Algérie, qui parle, lui, de 1920, voire même peut-être un peu de 1914, quand il y avait des socialistes, des premiers fondateurs du PC plus tard, jusqu'à 62. Alors, avant, je voudrais quand même parler des responsabilités d'État, parce que c'est vrai qu'il est naturel de braquer les projecteurs sur un mouvement qui a compté dans la vie politique française, mais ne pas oublier quand même qu'il y avait un chef d'État qui s'appelait Charles de Gaulle, que Charles de Gaulle a été celui qui on sait aujourd'hui qu'il a donné des ordres, évidemment à la façon gaulliste, c'est-à-dire donner des ordres d'abord et ne pas mettre les mains dans le cambouis après, et ne pas apparaître comme celui qui apparaît au premier plan, mais tout est parti quand même, je ne sais même pas s'il était président à l'époque, je suis bête, il était président du GPRF, donc il devait être à Matignon, peu importe. Et puis, le ministre de l'Intérieur qui s'appelait Adrien Tixier, qui lui était socialiste, le gouverneur général de l'Algérie qui s'appelait Châtaigneau, qui était socialiste. Donc, voilà, tout ça pour dire quand même que c'est quand même… Comment ? Tillon. Oui, je vais y venir. Première affirmation, l'analyse communiste des événements de 1945 a été une véritable catastrophe. C'était une tache noire dans l'histoire de ce parti. Il y en a eu d'autres. Il y a eu des circonvolutions, des virages que j'ai étudiés parfois à la loupe jour par jour. Et en particulier 45, ça fait… Quand on lit les textes de l'humanité de l'époque, c'est vraiment dramatique qu'il soit passé complètement à côté de cela. Je crois que c'est dû, et les communistes n'échappaient pas dans ce domaine, à une sorte de patriotardisme, si on peut employer ce néologisme, au fait qu'il y avait un tel esprit de la résistance de dire que la France nouvelle avait d'une part été glorieuse, et c'était vrai, la résistance a été glorieuse, mais que cette France nouvelle avait une mission émancipatrice, je dirais, de nouvelle manière. Et à partir de cette matrice, l'idée que une France… novembre 46, c'est pas le discours, mais l'article de Maurice Thorez disant que la France peut aller au socialisme par d'autres chemins que les camarades bolcheviques. C'est un interview au Times. L'idée qu'un parti communiste puissant, et il l'était à l'époque, il a fait jusqu'à 28% des suffrages à la Libération, un parti communiste puissant allié à un parti socialiste auquel il proposait d'ailleurs de former un seul parti ouvrier français, pouvait influer sur la vie politique française.
c'est une erreur stratégique. C'est pas seulement une erreur tactique, c'est une erreur stratégique. Bon, à partir de là, il y a eu effectivement cette responsabilité qui a été érodée avec les mois qui ont suivi dès 1946. Il y a la demande de l'amnistie, etc. Mais elle ne retire rien à ce que j'ai appelé la tache noire. Tillon, je suis beaucoup plus réticent. J'ai beaucoup travaillé sur la façon dont l'État français, en particulier par exemple pendant la guerre d'Indochine, qui était au début de la guerre d'Indochine qui est contemporaine, l'État français a systématiquement éliminé les communistes de tous les postes de décision. Et c'est vrai par exemple pour Charles Péguy. Il se trouve que Charles Péguy, je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré à la fin de sa vie. C'est un homme immense, on chantait rouge. Enfin, et donc je lui ai posé cette question et il m'a affirmé. On ne peut pas croire les gens sur parole. Mais je dirais d'autres choses après là-dessus. Il m'a affirmé que le ministre de l'Air n'avait pas été informé. Et que c'était uniquement une sorte de petit cénacle autour du général de Gaulle et autour d'Adrien Tixier qui avait pris les décisions d'envoyer l'armée, d'envoyer la gendarmerie, d'envoyer l'aviation. Charles Tillon n'était pas responsable de l'aviation militaire, je le rappelle quand même. Et j'ai retrouvé dans les archives du PCF une réunion du 19 mai 1945 dans laquelle Marty, et c'est assez drôle d'ailleurs que Marty et Tillon soient associés à cette occasion, que Marty dit j'ai appris hier, donc 18 mai, à mon camarade Charles Tillon que l'aviation bombardait en Algérie. Donc je pense véritablement que le ministre Tillon, je ne sais pas pour les autres, mais le ministre Tillon, vraiment pour honorer sa mémoire, parce qu'il a été également victime du stalinisme, ne l'oublions pas, je pense qu'il faut éliminer cette accusation de Tillon. Un dernier mot après, parce que j'accapare, un dernier mot sur Camus. N'idéalisons pas Camus. Camus est présent en Algérie jusqu'à, je crois, à la veille des massacres. Il doit quitter l'Algérie en avril ou début mai 1945. Et il publie une série d'éditoriaux dans Combat. Et dans le dernier éditorial, donc, qui doit paraître en juillet, je pense, ou fin juin, Camus renvoie dos à dos. Il dit il y a eu d'un côté des excès, de l'autre côté des excès. Il n'y a pas eu de protestation camusienne en 1945. Là-dessus, les textes, enfin, tout le monde les connaît, ils sont accessibles sur Gallica d'ailleurs. Oui, mais Sartre n'a rien dit. Ni il a dit ado, ni dos à dos, ni rien du tout. Donc Camus a quand même parlé. Quand même. Excusez-moi, je suis obligé de partir. Mais merci à tous. Merci pour votre concours. En tout cas, à très bientôt. Merci. Moi, je veux revenir sur. Oui, Harissa, oui. Pardon. Oui, je voulais juste intervenir sur ce que vient de dire Alain sur Camus. Il était effectivement en avril et en mai 1945, il a fait une tournée du monde rural algérien. Il a écrit une série d'articles dans Combat et disons, je cite, c'est repris par Neil McMaster sur la famine en Algérie. Il dit en gros que c'est une situation catastrophique. Il dénonce la situation catastrophique, disons, du monde rural algérien. Et il a véritablement une série d'articles pour comment dire, conscientiser la population métropolitaine. Je reprendrai tout à l'heure sur cette idée, sur ce contexte de famine qui a peu été étudié par les historiens, notamment algériens. Aynet Tabet et Kadash en ont parlé, mais n'ont pas fait le lien avec les manifestations de Sétif et de Guelma et de Terrata. Voilà, il y a juste cette précision. Merci. Moi, Alsker, s'il y a possibilité d'éteindre ton micro parce qu'on entend du Larsen derrière. Non, c'est probablement pas moi. Hein, Merci. Oui, Ben, tu veux intervenir, pardon. Oui, merci. Je voulais commencer là, notre groupe, le Graal,
un de ses intérêts depuis sa formation, c'est d'ouvrir l'histoire de l'Algérie en dehors de l'axe franco-algérien, regarder des choses plus largement. Et Yazid, toi, tu m'as chargé personnellement de regarder américain et donner une perspective américaine. Que moi, je ne suis pas historien des États-Unis, mais j'ai accès aux archives ici et c'était très éclairant pour moi. Déjà, il y a un contexte international qui se pose dans cette début de l'été 1945, qui est en dehors de tous ces débats parmi les politiciens, des écrivains, etc., français. Le contexte, c'est la suivante. Il y a la fin de la guerre en Europe. Il y a un groupe des leaders du monde qui se sont réunis à San Francisco. C'est le 25 avril 45. Le 25 juin 45, c'était signé le charter là, pour l'ONU. C'est ça. Et alors, les débats, il y a une sorte de quasiment une guerre chaude là, qui s'est ouverte en Syrie entre les Anglais et les Français. Et on ne parle même pas de la répression française des nationalistes syriens, l'effort là de fermer la porte sur l'indépendance du Liban. Il y a des problèmes entre des alliés, dans lesquels De Gaulle il figure beaucoup. Il a occupé la ville de Stuttgart en Allemagne. Il y a une armée française qui a pris la vallée de Aoste dans les Alpes italiennes. Il y a toutes sortes des enjeux. Il y a au-dessus de tout, il y a la question de la paix permanente. Plus jamais ça qui se pose dans les discours internationaux. À l'ONU. L'ONU est même une sorte de sentiment qui vient de tous les cas, là, toute opinion. Comment on peut éviter ça? On est à la fin d'une grande guerre, une conflagration mondiale, et on a l'opportunité de refaire le monde. Et la question de colonialisme se pose très urgentement, very urgently à ce moment-là. C'est un peu comme le contexte qui a fini avec la guerre de 14-18. Il y a la possibilité de refaire le monde, on va le refaire pour qu'il n'y ait plus jamais ça, qu'il n'y a plus de fascisme, qu'il n'y a plus de guerre. Et le rôle du colonialisme dans la guerre, il était posé par beaucoup des intellectuels, surtout des intellectuels américains noirs. Je parle de W.E.B. Du Bois, un des intellectuels africains-américains qui a écrit, pendant que ces événements en Algérie se déroulent, il a écrit un grand manifeste sur le problème du leadership européen blanc du monde et tout le mal que ça a fait. Il a dit, comme Césaire il va faire 5 ans après ou 10 ans après dans le discours sur le colonialisme, Dubois a dit que tout ce qu'ils ont fait les nazis, on a déjà vu ça, c'était subi par les peuples colonisés dans le monde. Alors pourquoi on va donner le leadership à le monde après la guerre aux Européens, aux mêmes malfaiteurs qui nous ont menés dans ce problème-là? Il y a une grande voix très aiguisée là pour refaire des institutions, pour en finir avec le racisme, avec l'oppression et tout ça. Et je peux vous dire, là, après avoir lu tous ces journaux américains de mai, juin, juillet, août de cet été de 1945, les Américains ils regardaient de très près qu'est-ce qui s'est passé à Sétif, Galma, dans ces petites villes algériennes, plus ou moins perdues, si vous voulez, de Austin, Texas, ou Detroit, Michigan, ou Los Angeles, Californie. Ils suivaient quotidiennement ce qui s'est passé en Algérie. Ils sont très bien renseignés. Et aussi, il faut se rappeler qu'il y a 400 000 soldats américains dans l'Afrique du Nord dans cet été de 1945. Ils sont dans leur base, mais ils voient qu'est-ce qui se passe. Le mot, il circule. Et déjà, depuis qu'ils sont arrivés en 1945, ils sont au 42 dans l'opération Torch. Ils sont frappés par la pauvreté qu'ils voient. Ils sont frappés par l'oppression qu'ils voient. Ils sont vraiment, ils ont vu de près tout ça. Et surtout, les minorités raciales dans l'armée américaine, les Japonais, les Africains américains. Il y a 10% de toutes les troupes blacks qui sont dans le militaire américain à cette époque-là,
ils sont dans l'Afrique du Nord. 10% de tous les forces, je parle de Pacifique, de théâtre Pacifique en Europe, partout dans le monde, 10% des troupes américaines en Afrique du Nord, c'est des Blacks américains. Et il y a aussi des Blacks américains très, très célèbres. Il y a le fameux squadron des pilotes de Tuskegee Airmen qui sont basés pendant un moment dans l'Afrique du Nord. Alors, ça veut dire que toutes les presses africaines-américaines aux États-Unis suivaient de très, très près qu'est-ce qui s'est passé dans l'Afrique du Nord. C'est très, très, très... J'étais frappé pour ça. Très, très, très frappé. Merci Benjamin pour ce regard outre-Atlantique. Je vais revenir à Issa. C'est vrai que Benjamin, tu es revenu sur la conférence de San Francisco du 25 avril 1945 qui inscrit le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et donc, les Américains ont été vraiment à cheval sur ça, si bien que je vais revenir sur une question par rapport à Issa et à Alain. Je crois comprendre que même le général de Gaulle ne voulait pas que soit mis en cause un représentant de la résistance en Algérie dans les représailles. Je pense à André Achiari. Voilà. Alain ou Aïssa? Vas-y, Aïssa, je t'en prie. Aïssa, ton micro, Aïssa, pardon. Ton micro. Pas ce qui se passe. Merci. Il est ouvert, mon micro. Hein. Oui, non, là, c'est bon. On t'entend maintenant. Oui, je voulais rebondir sur ce que vient de dire Benjamin sur l'atmosphère et l'époque. En fait, il y a effectivement plus de 400 000 GIs en Afrique du Nord. Et le moment, enfin, l'accueil de ces GIs est très favorable. Il suscite des espoirs de transformation des conditions de vie. Disons, on voit là des GIs qui sont mixés. Il y a effectivement des Noirs américains, il y a la musique, le chewing-gum. D'ailleurs, il y a des chansons jusqu'à présent, enfin, qu'on reprend de cette époque sur Come on Bye Bye, etc., le cowboy, le dollar. Et les Américains étaient aux yeux des élites locales ceux-là même qui avaient été donc à travers la charte de l'Atlantique qui est de 42, les promoteurs des idées de liberté, d'autodétermination, qui sont aussi les conséquences de la première guerre de la charte Wilson. Donc le débarquement allié est très important hein, du point de vue de la transformation des représentations des populations locales à l'égard de l'Occident en général et de la France en particulier, qui est là affaiblie. Hein. La France est affaiblie, elle est déconsidérée. Ce qui fait que, par exemple, tout à l'heure, je disais qu'il faut aller aux archives américaines, et notamment, il y a un ouvrage de Robert Murphy, qui était le consul, le représentant de Roosevelt sur place. Hein. Robert Murphy a écrit ses mémoires, mais il parle peu disons, des Algériens eux-mêmes. Il parle plus du contexte général. Et à mon avis, il faut aller aux archives de manière plus au fond. Et ce que saisit Ferhat Abbas dans le moment avec ses compagnons et les notables et les élites locales pour un petit peu donc démarrer une espèce, il prend une langue. D'ailleurs, il écrit son premier mémoire, il laisse ambigu le destinataire. Il l'écrit pas vis-à-vis du gouverneur général qui est Pérouton, mais il le destine aux Américains, à Murphy, hein, parce qu'il sait que c'est eux qui ont la vraie décision. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que, notamment aussi, les chefs historiques de la révolution algérienne, tels que Ahmed Ben Bella, qui était militaire, Mohamed Boudiaf, Mustafa Ben Boulaïd, Karim Belkacem, prennent conscience du fait que dans ce moment historique que décrivait très bien Benjamin, il y a la possibilité de s'émanciper. Et les propositions sont une émancipation dans une sorte de Commonwealth avec la France ou d'autonomie par rapport à la France. Et c'est ça qui va être refusé. Et c'est ça, effectivement, qui va faire en sorte que les choses vont se radicaliser. Alors moi, je voudrais juste intervenir sur ce point.
c'est que je pense, et c'est en hypothèse, à mon avis, qu'il faut aller approfondir plus avant, c'est que le lobby colon, comme un certain nombre d'autorités coloniales, n'avait pas envie de céder et que c'était des massacres annoncés. D'ailleurs, Neil McMaster montre bien le rapport qu'il y a entre les céréaliers, les grands lobbies colons, Marcel Lavie, etc., du côté de Guelma, avec les milices qui vont massacrer à Guelma après. C'est-à-dire, c'est les mêmes qui avaient langue avec les Américains avant sur l'importation des céréales et leur distribution, qui vont être à l'origine des massacres. Et on a visé aussi les élites, parce que les élites ou les notables, notamment les Régis, leur café était ouvert aux Français. D'ailleurs, ils devaient faire la fête dans le café de Régis et il a été embarqué par les gendarmes qui l'ont assassiné en le raccompagnant devant son café. Donc, il y a quelque chose d'annoncé du point de vue des massacres, quelque chose d'annoncé de détêter le mouvement nationaliste, de l'étêter, de faire peur à la paysannerie et ça, Neil McMaster le montre bien, qui manifeste, qui a attaqué des boulangeries, qui a attaqué des administrations, etc. Il y a eu de grandes manifestations avant mai dans les campagnes algériennes. Et ça, il faut lire le travail de Neil McMaster qui est publié dans la revue Nacht, qui le dit très bien, qui le montre très bien. Donc c'est un moment très particulier qui annonce, disons, la répression. La répression, j'allais dire, elle vient de manière quasiment, entre guillemets, naturelle. C'est quelque chose qu'on veut, enfin, et justement, voilà, dans ce contexte, les Américains n'ont pas joué le jeu jusqu'au fond. Murphy a été assez ambigu. Il a lâché, justement, Abbas, il a lâché les AML, il a lâché, et d'une certaine façon, dans leur rapport à la France à l'époque, compte tenu du contexte international, ils ont lâché la question, ce qui fait que ça a donc relancé le mouvement après 45 et ça a donné 54, disons. 10 ans après. Voilà. 10 ans après. Alain, oui, vous vouliez rajouter quelque chose, pardon. Le micro. Votre micro. Le micro. Voilà, merci. Oui, sur la politique américaine, moi je crois qu'il faut bien distinguer les effets sur les populations colonisées, qui ont été effectivement des effets libérateurs et une grande aspiration à cette vie nouvelle, et distinguer les effets et les causes. Les causes profondes, je crois qu'il ne faut certainement pas idéaliser la politique américaine de l'époque. Elle est dite d'une façon extrêmement claire par Roosevelt, par exemple. Roosevelt, bon, vous connaissez tous le livre de mémoire de son fils, Elliott Roosevelt, qui s'appelle en français « Mon père m'a dit ». Et donc Roosevelt dit ouvertement que l'ère du colonialisme est achevée et qu'il faut, et il fait un bilan absolument qu'un homme d'extrême gauche aujourd'hui pourrait signer des deux mains, un bilan extrêmement violent de l'état de la situation coloniale, tout simplement, de l'état des populations, l'analphabétisme, la misère, etc. Et là, il a en grande partie raison, évidemment. Mais bon, c'est évidemment pour essayer de penser que les intérêts américains, eux, peuvent amener une vie nouvelle. Donc, les marxistes diraient que c'est l'impérialisme américain, d'autres diraient tout simplement que c'est le libéralisme, la volonté. Mais je crois que, regardez par exemple la façon dont Roosevelt parle à l'entrevue d'Anfa avec le sultan du Maroc, Sidi Mohamed Ben Youssef. Et ouvertement, il lui dit si vous prenez le chemin de l'indépendance, eh bien, nous serons à vos côtés. Donc, il y a une sorte d'alliance, rivalité entre la France et les États-Unis qui se manifeste par exemple en Indochine. Excusez-moi, je reviens toujours souvent en tout cas à l'Indochine. Regardez l'alliance qui paraît quand même aujourd'hui totalement extraordinaire entre l'OSS, donc l'ancêtre de la CIA, et les militants du Viet Minh, c'est-à-dire autour d'Ho Chi Minh, c'est-à-dire qu'ils ont tous, Ho Chi Minh est un ancien de la Troisième Internationale quand même, c'est pas rien. Donc
certes dans un premier temps contre les Japonais, mais après la capitulation japonaise, cette alliance étonnante persiste pendant toute une période avec la volonté effectivement de tailler des positions en Indochine contre le colonialisme français. Et c'est l'une des raisons d'ailleurs de l'énorme différend, voire même parfois hostilité entre Roosevelt et De Gaulle. De Gaulle va jusqu'aux États-Unis, jusqu'à Washington. Roosevelt est mort à ce moment-là, c'est Truman qui est président, va jusqu'à Washington dire en juillet 1945 l'Indochine restera française. Et il pense la même chose sur le Maroc. Donc je pense qu'il y a véritablement les deux aspects de la politique américaine qu'il faut bien voir, qui sont encore une fois un anticolonialisme bien compris dans leur intérêt en réalité. Il y a même une voix isolationniste qui sort à ce moment-là, qui a beaucoup des échos avec la politique actuelle à Washington. Ça veut dire que c'est les Américains qui ont payé avec le sang et l'argent la libération de la France. Et maintenant, ils vont continuer ils se prétendent être une grande puissance, mais ils ne sont pas. Ça, c'est beaucoup une partie des discours publics dans les journaux de cet été-là. Il y a aussi, disons, ceux qui sont contre l'impérialisme français, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas pour l'indépendance ou l'autodétermination du peuple colonisé. Ça, c'est très, très clair. En fait, ils disent que la France, il va faire exploser le nationalisme arabe et ça va être difficile à gouverner les parties du monde parce que c'est une force de la nature. C'est décrit avec des termes très, très racistes. Mais ce qui est différent, c'est, et j'insiste là-dessus, c'est la voix des Africains-Américains qui a ce lien avec l'Afrique du Nord. Et pour eux, c'est un moment d'en finir avec le colonialisme et faire sortir la voix du peuple colonisé. Parce qu'ils se voient, leurs conditions aux États-Unis, le racisme sous lequel ils vivent ici, de même manière ou lié avec le destin des peuples colonisés, y compris ceux-là de l'Algérie. Merci pour cet éclairage. J'ai cru aussi entendre quelque part certains dire que le 8 mai, il y avait la main des Américains derrière. On comprend que non. On comprend que non. C'est complotiste. Ce que j'ai trouvé, c'est pas des Américains parce qu'il y a aussi des Anglais, il y a et parmi les troupes des Anglais, il y a aussi des soldats, des pilotes de l'Afrique du Sud. Et le seul truc que j'ai pu trouver sans entrer dans les archives militaires américaines, c'est qu'il y a un vol de 3 ou 4 DC-3, des transports aériens, qui étaient pilotés par les pilotes de l'Afrique du Sud, qui sont sortis en mai de Maison-Blanche d'Alger, d'aéroport d'Alger, qui sont allés à Sidi Bel Abbès et qui ont repris des légionnaires et les transportés dans l'Est constantinois cet été. Mais sinon, c'est très, très délicat parce que tout le contexte, la critique de la France, c'est qu'ils font cette répression des Algériens et aussi en Syrie avec la matériel américain du Lend-Lease. Ça veut dire que tous les avions, tous les camions, tout ce qu'ils avaient comme armes, c'est de fabrication américaine, vient des États-Unis. Alors, c'est très, très délicat ces questions-là. Et je doute, c'est une hypothèse sans avoir confirmé dans les archives, que les Américains qui sont basés dans l'Afrique du Nord, ils étaient confinés, ils sont obligés de rester dans leur caserne. Ils ne peuvent pas sortir. Donc, avec l'exception de ces avions qui ont transporté les légionnaires. Je crois qu'il y a M. Areski qui veut parler. Oui, je crois que sur cette question, Yazid, est-ce que les Américains ont poussé un petit peu donc, aux événements de 1945 ? Je crois que c'est plutôt après coup. Je pense que ce ne sont pas eux qui ont créé ou poussé à l'événement,
Mais ils ont dit, je crois que Benjamin va probablement me le confirmer, je ne sais plus si c'est Dwight Eisenhower ou quelqu'un autre président, qui a carrément dit que les Américains, quand ils sont, que les autorités américaines allaient aider le peuple algérien à s'en sortir. Et il parle de la situation économique, etc. Je ne sais pas quel est le président qui a dit ça, Benjamin. Est-ce que tu as... Je crois que c'est Martin Evans et John Phillips qui parlent de ça, où il dit carrément, parlant des forces américaines et du président, we are here in Algeria to help you. Est-ce que... Oui, ça c'est un peu, c'est que les historiens, ils ont déjà trouvé dans les archives et tout ça, il y a une sorte des discours informels, pas officiels, avec le Maroc, en Algérie, en Tunisie, et aussi dans les autres parties du monde arabe, en Égypte, Syrie, etc., pour dire que we are there to help. Ça n'implique pas les États-Unis de faire quelque chose de concret. Et quand Roosevelt il est mort, Truman il avait une autre attitude là-dessus. Il y avait ce sort d'espérance qu'il y a un changement. Mais aussi, il ne faut pas aller trop loin pour voir les États-Unis comme une sorte de sauvateur ou quelque chose. Et je pense que dans le film de Mohamed Lakhdar Hamina, Les années de braise, que vous rappelez sûrement, il y a la scène là où l'héros il va passer les troupes américaines. Et son réaction, c'est les Français, les Américains, les Allemands, pour nous, c'est pareil. Il n'y a pas de différence. Et ça, c'est Lakhdar Hamina, il était là-bas, c'est du vécu, ce film. Alors, il faut souligner ça. Alors, j'ai une question un petit peu relative à ça. On va arriver à ce frère. Les questions, on va arriver après, ça ne te dérange pas. Juste pour aller au fond de ce que vient de dire Benjamin, je ne pense pas, puisque Farhat Abbas a été reçu par Robert Murphy à plusieurs reprises, hein, et il s'est quasiment engagé. Je me demande si c'est même pas lui ou Roosevelt qui aurait dit la fameuse phrase dans les demandes d'émancipation des Algériens. Hein. Et c'est encouragé par les Américains qu'il a fait sans mémoire, hein, qu'il a fait sa demande. Donc, il y avait eu un moment peut-être fugace, peut-être rapide, mais il y a eu un moment, et notamment, là, il faut aller plus au fond dans les rapports qui se nouaient à l'époque entre les Français eux-mêmes, les gaullistes, les girodistes, etc. De Gaulle n'était pas en odeur de sainteté auprès de Roosevelt. Et donc, il y a eu un moment, effectivement, où les Américains ont pensé à l'autonomie et à l'émancipation de l'Algérie, de la France. Et ça a été lâché après. Et une grande partie de qui joue dessus, c'est la question du communisme. Et ça, c'est un peu en gestion en CT de 45. Est-ce que le communisme, c'est le nouveau ennemi? 2 ans après, il est bouclé là. Oui, c'est le communisme, c'est une nouvelle lutte mondiale là, pour les États-Unis. Mais à ce moment-là, c'est pas clair. Ouais. Exact. Mais c'est vrai, donc avant le 8 mai 45, Alain, je pense qu'il y avait aussi les ferments, c'est-à-dire le PPA, donc se radicalisant et Messali a appelé à l'indépendance, les amis du manifeste et de la liberté également, la parole des Aolima. Donc, les Algériens eux-mêmes voulaient s'émanciper. Oui, bon, là, je crois que j'enfonce des portes ouvertes. Le désir d'indépendance n'a jamais disparu depuis le jour où les premiers soldats français ont mis le pied à Sidi Ferruch ou Sidi Frej. Voilà. Donc là, franchement, je pense qu'il y a eu des manifestations soit violentes, la première résistance contre avec Abdelkader contre l'armée française, et puis ensuite la révolte. Enfin, là-dessus, c'est des choses que on est tous autour
dans cette vision, tout le monde connaît ça par cœur, hein, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Ce que je voulais juste citer également, tout à l'heure, ça m'a échappé, mais je vraiment lorsqu'on a parlé des travaux d'historiens, ne pas oublier Anireh Goldzeiger qui a écrit un livre absolument magnifique qui couvre la totalité de la Seconde Guerre mondiale en Algérie et qui se termine bien sûr sur les massacres du Constantinois. Juste une précision par rapport à ce qu'a dit Ben. Hein, c'est vraiment un grand plaisir pour moi de faire votre connaissance. Je crois que la guerre froide en réalité commence le jour de la première explosion de la bombe atomique américaine, quoi. On sait aujourd'hui qu'à Potsdam, puisque Staline, Truman et Churchill étaient à Potsdam quand Truman a appris la nouvelle, je crois que le changement de ton a été assez immédiat. Et bon, évidemment, du côté de Staline, c'était également le même esprit, sauf que lui n'avait pas à ce moment-là cette arme. Donc, je crois que la guerre froide était déjà pratiquement inscrite dans l'alliance anti-nazie. Mais tu sais, Alain, peut-être c'est juste parce que j'ai fait une lecture focalisée sur la question de la France et l'Algérie, mais l'hostilité qu'il y avait dans cet été de 1945 envers De Gaulle, c'est beaucoup plus que tu vois envers Staline ou des autres dirigeants de l'Est. Pour beaucoup de ces écrivains, c'est De Gaulle l'ennemi numéro 1 du pays mondial. J'étais étonné. Pas anti-français, mais anti-De Gaulle. Très vif, ouais. Mais en tout cas, donc, avant d'arriver aux questions à Arstrea, De Gaulle, en tout cas, par cette phrase, il disait « Il ne faut pas que l'Afrique du Nord nous glisse entre les mains, entre les doigts, pendant que nous libérons l'Europe. » Donc, c'était clair. Bien sûr. Bien sûr. Oui, donc, Larissa, tu veux rajouter quelque chose? Et après, donc, on passe aux questions avec Arstrea. Juste 2 points. Par rapport donc au rôle des Américains, on a ce qui est complètement emblématique, disons dans la déclaration, enfin dans la rédaction du mémoire que vont présenter Farhat Abbas, Dr Benjelloun et les autres, il y a donc en exergue la déclaration faite par le président Roosevelt. Hein, et moi je l'ai ici et qui dit dans l'organisation du monde nouveau, les droits de tous les peuples, petits et grands, seraient respectés. Et c'est dans le mémoire que Abbas va présenter. Donc, il y a effectivement, il a eu des assurances du côté du consul, des assurances pour que les choses avancent. Alors, juste un mot peut-être, mais on n'en a pas beaucoup parlé, un mot sur le champ politique, intellectuel, politique, culturel de l'Algérie à l'époque. En fait, effectivement, c'est Abbas et ses compagnons puisque Messali est en prison et donc qui prennent, disons, le devant. Mais le PPA donc rejoint les AML et d'une certaine façon, ça on le sait historiquement, il prend le pas vers la fin. Ah, le PPA devient, en fait, l'AML échappe un peu à Farhat Abbas. Et disons, d'un point de vue du rapport plus large, il y a eu un moment où on a essayé aussi, disons, de s'ouvrir sur les Juifs d'Algérie, hein, parce que les Juifs d'Algérie étaient aussi, d'une certaine façon, ils se questionnaient sur cette nationalité qu'on leur enlève, parce que Vichy venait de leur enlever la nationalité donc en 40, et même le fait qu'ils reprennent leur nationalité, leur citoyenneté, ça n'a pas été vraiment rapide. Hein. Il y avait des Giraud, puis De Gaulle, etc. Ils ont plutôt tergiversé. Et donc, les Juifs se posent cette question de qu'est-ce que c'est qu'une nationalité qu'on nous enlève et qu'est-ce que c'est que cette citoyenneté. Il y a un re-questionnement des appartenances et des solidarités entre indigènes, disons, indigènes musulmans et indigènes juifs. Et je voulais dire, parce que tout à l'heure, la question a été posée sur, disons, Henri, comment dire, Aboulker, le père de José Aboulker. Il y a donc à un moment, disons, un banquet judéo-arabe
après le débarquement, hein, c'est-à-dire en novembre 42, qui donc se fait pour débattre de l'avenir. Et de ce point de vue, on a, disons, des minorités juives qui se déclarent algériens. Et donc, le père, donc, Henri Aboulker, dit dans ce banquet, c'est une fois leur droit recouvré que les juifs aideraient les musulmans. C'est-à-dire qu'au fond, on attend que les juifs reviennent à la nationalité et s'installent effectivement et recouvrent leurs droits pour aider les musulmans. Alors qu'il y avait une minorité juive d'Eli Gozlan, Marcel Loufrani et Lidan Gozlan, qui se seraient déclarés indigènes algériens et auraient affirmé: nous n'accepterons jamais quoi que ce soit sans que le musulman n'y soit associé. Il y a donc une espèce de, disons, d'interrelation ou de solidarité qui s'inscrit. Une partie des juifs algériens déçus par le fait qu'on leur enlève la nationalité comme ça, et même un notable comme Ben Chikou aurait déclaré à ce moment-là, dans ce banquet de 42, je viens de parcourir les 3 départements et j'ai constaté que la majorité des Israélites étaient pour la formation d'un État algérien. Vous voyez, le contexte est extrêmement, disons, favorable à ce qu'il y ait une Algérie algérienne pluraliste et on comprend la peur du lobby collant des grands propriétaires fonciers, et de ce point de vue-là, de ces jonctions. Et finalement, le mai 45 apparaît comme une fin de partie, en quelque sorte. Et je te rejoins donc, Harissa, parce que tu as parlé de Joseph Aboulker, donc qui a été résistant, donc qui a participé donc à l'opération Torche, et paradoxalement, le sous-préfet André Achari, qui n'était pas natif, donc qui était contre Vichy en 42. Il était résistant et devenu tortionnaire. Résistant et devenu tortionnaire. Tortionnaire en chef de milice. Voilà, chef de milice en 45. On va arriver donc aux questions. Excuse-moi, Yazid, monsieur Areski avait demandé la parole tout à l'heure. Oui, c'est ça. Donc là, nous sommes dans les questions. On arrive. Asrer, on te donne la parole. Voilà. Merci beaucoup, Alain. Avec plaisir. Ça fait plaisir de vous revoir tous. Mais avant de prendre la parole, je demanderai à Yasmine, si tu le permets, Yazid, si elle a elle-même des questions. Elle en a, bien sûr. Si elle a des questions, elle les pose d'abord et je poserai mes questions ensuite. Je t'en prie, Areski, tu peux commencer, je t'en prie. Comme vous voulez. Merci beaucoup. Donc, on a parlé de beaucoup de choses, bien sûr, dans ce débat. On a parlé de la question des chiffres, des statistiques. Et à mon avis, si vous voulez mon avis, il n'y aura jamais de consensus en ce qui concerne les chiffres des historiens. Il y aura toujours ce qu'il faut prendre peut-être, c'est ce qu'on fait généralement, c'est prendre un petit peu le juste milieu pour être un petit peu dans la réalité. Je crois que mes questions vont être un petit peu différentes. Plusieurs motivations ont été avancées par plusieurs historiens pour expliquer les manifestations donc, du 8 mai 45 et la répression sauvage qui s'en est suivie. Il y a les motivations ou revendications sociales en raison essentiellement donc, de la situation économique à l'époque. Je crois que Aïssa peut en parler tout à l'heure. Mauvaise récolte agricole, pénurie, baisse du niveau de vie des Algériens, la pauvreté grandissante, etc. Il y a de notre côté les motivations politiques, appel pour l'indépendance du pays, pour la libération de Messali Hadj, égalité des droits avec les Européens, etc. Ma première question, c'est quelle est, à votre avis, ou quelles sont celles qui ont été déterminantes? Est-ce que ce sont les questions socio-économiques ou est-ce que ce sont les questions d'ordre politique? Deuxième question, quelles sont les organisations nationalistes qui sont derrière ces manifestations?
on a parlé du MLTM, l'ALM. Non, mais manifeste du peuple algérien. Voilà. Les amis du manifeste. Est-ce que c'est la seule? Est-ce que c'est la seule? Est-ce qu'il y en a d'autres? Troisième question, quelle a été la durée de ces manifestations exactement? Et là, peut-être qu'on retombe dans la question des chiffres. Et quelles ont été les conséquences pour les autorités françaises et pour le peuple algérien, sur le plan humain bien sûr, mais aussi sur le plan matériel. Deuxième question, on parle des manifestations, beaucoup de manifestations de Sétif, de Guelma, de Harata, mais on ne parle pas de celles qui ont eu lieu ailleurs, à Oran le 18 mai et en Kabylie le 23 mai et probablement ailleurs. Question 1, quelle a été l'importance de ces autres manifestations? Quelles ont-elles été dues à des motivations différentes de celles qui sont à l'origine des émeutes de Sétif, Guelma et Kherata? Deuxième question, pourquoi ce mouvement n'a-t-il pas été généralisé à tout le pays et n'a pas provoqué une sorte d'instabilité générale? Troisième et dernière question, est-ce que le 8 mai 45 a été une prise de conscience de la nécessité et la seule prise de conscience, la prise de conscience déterminante de la nécessité de déclencher la guerre de colonisation le 1er novembre 1954? Merci. Alain? Non, allez-y, j'ai déjà beaucoup parlé. Moi. Oui, je ne sais pas quelle question répondre. Hein. Sur les causes, moi, je suis revenu sur des causes, souvent, j'allais dire un peu, qui étaient étudiées à la marge, dont on ne voyait pas qu'elles avaient un effet sur 45. En fait, des années 40 à 45 de la guerre, il y avait une famine terrible. Hein. Tout à l'heure, je disais que Albert Camus a fait donc une tournée dans le monde rural, mais les gens crevaient de faim. Hein. Je vous donne ce qu'il dit. En gros, il dit les gens, pour ce qui est d'Albert Camus, il dit les gens fouillaient le sol pour en tirer une racine amère mais comestible, tel rouda, et qui était bouillie, séchée, réduite en farine. Nel McMaster, qui a travaillé sur cette famine, dit les paysans affamés en bonne fantomatique, des milliers de personnes ne reçoivent même pas une ration minimale de 250 grammes par jour de céréales. Et des enfants. En fait, il y a véritablement une famine généralisée. Ça, on en parle peu. Hein. Je disais tout à l'heure qu'Adash, Ainat Tabet, on en parlait, Anirey en a parlé, mais ils n'en font pas la cause des événements. Et Nel McMaster, par contre, lui, qui a fait du comparatisme avec ce qui se passe au Kenya, la révolte des Mau Mau, etc., il dit qu'il y a un effet, parce qu'il y a de nombreuses manifestations et émeutes, comme on en connaît en Algérie, alimentaires, classiques. Il dit en 1945, le 13 février, une perturbation, 1500 personnes ont attaqué une SIP, une société indigène de prévoyance, le caïd pendant une distribution de rations de blé. Des milliers de femmes ont joué un rôle comme elles l'avaient fait, dit-il, en Europe, dans les mouvements de protestation à Tiaret et à Oran, à Orléansville, le 16 avril. La foule a attaqué 3 boulangeries, etc. Donc, il y a eu des émeutes 45. Et puis, il y a eu après, évidemment, puisque Al-Stri en parle, il y a eu, ça ne s'est pas arrêté comme ça. Il y a eu ici et là des mouvements sociaux, des émeutes après 45. Donc, il y a dans les causes, des causes qu'on connaît, hein, qui est les logiques coloniales, etc., le contexte dont on a parlé, il y a eu une révolte paysanne. Il y a une révolte paysanne généralisée qui a déferlé sur le nord constantinois en mai 45. Et Nel McMaster, il dit c'est une rage brûlante contre l'ensemble du système colonial qui les exploitait, les humiliait, les écrasait, et que des attaques ont été lancées contre un réseau intégré du pouvoir, les mairies, les administrations, les caïds, les gardes champêtres, les colons, et tout représentant ou symbole de l'autorité française. Donc il y a eu vraiment une insurrection. D'ailleurs,
et cette question, on n'en a pas parlé, c'est qu'à un moment, il y a un débat, et dans la revue NARD, Dahoud Jerbal le reprend, il y a un débat sur est-ce qu'il y a eu un mot d'ordre lancé de l'insurrection en 1945 par le mouvement nationaliste, par le PPA-MTLD, par le PPA, est-ce qu'il y a eu, ou les AML, est-ce qu'il y a eu un mouvement qui a été lancé, un mot d'ordre insurrectionnel? La réponse est non. Par rapport à disons, les cadres politiques sont intervenus après, quelques jours après. Et donc, il reste à éclairer cette affaire, puisque dans les cadres du mouvement nationaliste disent qu'en gros, il y a eu une manif au 1er mai, une manif de solidarité parce qu'avec les travailleurs et les ouvriers, le 8 mai, donc une manif pour la libération, mais il n'y a pas eu de mot d'ordre d'insurrection. Donc voilà, c'est important de revenir sur les causes et d'expliquer. Si bien que on peut penser à travers les travaux, notamment de Nel McMaster et d'autres, que le lobby colon préparait un peu cette répression, puisque ils font des démarches auprès du préfet Casagne, préfet, l'Estrade Carbonel, où ils font état d'une insécurité grandissante dans les campagnes et d'une haine collective croissante qui indique la propagation d'un mouvement insurrectionnel et exige avant le 8 mai, en avril, une frappe préventive ferme contre les nationalistes. Donc, les colons, dans un discours convenu, disaient qu'ils connaissaient les campagnes et qu'ils savaient ce qui s'est passé et qu'ils demandaient une répression. Donc, la répression a été annoncée. Après, justement, sur l'après, puisque tu as une question sur ça à l'esprit, c'est que le mouvement nationaliste a vu qu'il était impréparé à des réponses du point de vue donc, de la lutte coloniale et que les demandes, disons, plutôt politiques, voyaient un peu leur fin à ce moment-là et qu'ils ont créé l'OS, l'organisme donc spécial pour s'organiser militairement et pouvoir donc lutter pour une libération nationale. Ça annonce effectivement le 54. Et d'ailleurs, le général Duval, qui a été cité tout à l'heure, pas Tubert, puisque Tubert avait fait la commission d'enquête sur le 8 mai, le général disait aux colons, je vous ai donné 10 ans de paix, etc. Il faut faire vite les réformes, sinon vous allez avoir dans 10 ans un autre mouvement. Quoi. Voilà, donc sur les causes et les conséquences. Maintenant, entre les deux, il y a effectivement aller plus au fond, analyser ce qui se passe dans les campagnes. Il y a peu de travaux sur, disons, la paysannerie algérienne, sur ce qui s'est passé par le bas dans la société à ce moment-là, etc. Les analyses qu'ont fait beaucoup d'historiens, disons, traité du haut des élites du mouvement national dans sa composante de direction et de ses stratégies, ses visions, de ses divisions, etc., mais n'ont pas été du point de vue de l'analyse du bas de la transformation. Alors, moi, je reviens souvent à Nel McMaster, que j'ai découvert, qui a publié donc un ouvrage traduit La guerre dans les Djebel. Lui, il dit la France a perdu l'Algérie en 1945. Au fond, pourquoi? Parce qu'elle ne contrôlait plus la paysannerie. Les intermédiations entre l'État colonial et la paysannerie, disons, ne passaient plus. Les caïds n'avaient plus de pouvoir, les communistes également, etc. La paysannerie, donc, à travers le travail que vont faire les intelligentsias nationalistes dans les campagnes, va faire en sorte que la paysannerie va rejoindre le mouvement anticolonial de manière plus organisée, disons, à partir de 1954. Merci Aïssa. Yasmine, Alain, tu veux rajouter quelque chose? Non, je vais laisser parler Yasmine, je vous en prie. Yasmine, merci. Bonjour à tous et merci infiniment pour vos paroles éclairantes. Je me permets d'intervenir avec une question. Les manuels scolaires en France, comme en Algérie, ont longtemps présenté des versions divergentes, voire contradictoires, des événements de mai 1945. Quels sont, selon vous, les obstacles majeurs à une coécriture, ou du moins à un récit plus partagé de cette histoire? L'enseignement de cette période devrait-il intégrer
des témoignages, des images d'archives, des récits littéraires, et comment transmettre cette complexité aux jeunes générations sans tomber dans la simplification ou la polarisation. Je vous remercie. Alain, pour vous? Moi, je pense que d'abord, je ne crois pas au concept de réconciliation des mémoires. Je crois que c'est un concept faux. Il n'y a pas besoin d'avoir une réconciliation des mémoires, en tout cas des mémoires officielles. Ne comptons pas sur la France d'aujourd'hui, qui est ce qu'elle est. Bon, il y a les petites avancées du président Macron. Il est hors de question d'être jusque-boutiste et de dire qu'il n'a rien fait. Il a fait des choses. Mais bon, la France d'aujourd'hui, c'est quand même également la France qui a mis M. Retailleau à Place Beauvau et où 4 Français sur 10. Moi, je me dis toujours, quand je prends le métro, s'il y a 100 personnes dans le wagon, il y en a 40 qui ont voté Front National. Donc, il faut quand même avoir tout ça en tête pour le contexte. Par contre, je crois au travail, effectivement, commun entre historiens ou spécialistes ou tout simplement gens de culture français et algériens. C'est quand même très différent. Et en ce qui me concerne, bon, je suis très ami, vous l'aviez deviné, avec Aïssa, par exemple, ou avec un certain nombre je pense à Sanre Maoun à Oran. Enfin, voilà des gens avec qui on travaille et on n'a pas besoin d'injonctions étatiques pour travailler avec eux. Et je pense que à partir du moment où on a les mêmes outils méthodologiques, eh bien, on arrive grosso modo aux mêmes conclusions. Pas forcément sur la quantification, mais en tout cas sur l'analyse du fondement des événements. Il y a quand même une sorte de convergence. Je signale d'ailleurs au passage qu'il y a à la mi-mai à Béjaïa un colloque organisé par l'université de Béjaïa sur les crimes français en Afrique en général, pas seulement en Algérie, et il y aura là des historiens français et algériens, bien sûr, mais également des historiens venus d'autres pays. Donc, moi, je crois plus à l'international des historiens que l'international des hommes politiques. Merci. Merci. Juste un mot sur l'école, ça nous entraînerait de manière assez lointaine de ces affaires, puisque l'école, disons, c'est un appareil idéologique d'État, en fait, pour aller vite, hein, et que les modes de socialisation aux narratifs nationaux, c'est les modalités les plus classiques, c'est-à-dire on enseigne une histoire un peu lissée, une histoire nationaliste ici ou là, et notamment en France, hein, je vous renvoie à l'ouvrage de Suzanne Citron hein, sur le rôle de l'école et de son enseignement de l'histoire. Et moi-même, j'avais fait une enquête sur les enseignants issus des immigrations il y a quelques années de ça, et disons, dans les questions qu'on posait, il y avait une partie de ces jeunes enseignants qui n'avaient jamais eu leur histoire, et notamment l'histoire de leurs parents. Et en réalité, demander à ce que l'école française puisse enseigner l'histoire de l'immigration, hein, l'histoire donc de la participation de l'immigration à la construction de la France. Parce qu'il faut le savoir que les travailleurs nord-africains, de manière générale, ont construit la France à partir des années 50 dans la reconstruction de la France. Et ça, c'est pas du tout enseigné, cette histoire de l'immigration, ni l'histoire d'ailleurs disons, des guerres, sinon à travers quelques pages ou même des options hein, dans des classes charnières comme la 5e ou le brevet ou le bac, c'est une option. Et on n'enseigne pas du tout cette histoire de manière, disons, organisée, rigoureuse et critique hein, sur des rapports franco-algériens. Si bien qu'aujourd'hui, on a plein de discours, même chez les élites françaises, hein, des discours convenus sur cette histoire et qui la travestissent et qui la prennent, disons, à travers ce qu'on est dit du point de vue de l'opinion publique. Et vous le voyez dans les médias et ça aggrave la crise franco-algérienne. Inversement aussi du côté algérien, c'est le narratif nationaliste, hein, avec effectivement des analyses, enfin des enseignements
mais ça devrait quand même être accompagné. Moi, je trouve qu'ici, on ne le fait pas à travers des lieux de mémoire, de faire visiter, de faire travailler des jeunes autour de ça et de faire échanger les jeunes des deux pays hein, par rapport à cette histoire, leur faire comprendre cette histoire dans l'interrelation réciproque. C'est pas fait du tout. Et donc, ça approfondit, disons, les fossés. Yasmine a parlé aussi de la littérature. Quelle est, à votre avis, la place de la littérature dans l'écriture de l'histoire? Alain et bien sûr Benjamin. Benjamin. On a parlé par exemple beaucoup de Kateb Yassine tout à l'heure, n'est-ce pas? Donc, quel est l'apport de nos littéraires, des littéraires algériens, donc des romanciers algériens, sur l'histoire, sur la sociologie, sur beaucoup d'autres domaines? Rapidement alors, rapidement. Ouais, moi, je dirais qu'un livre très utile pour aborder cette question, c'est celle-là qui est sortie dernièrement par Karima Lazali, qui a fait une étude du traumatisme colonial à partir d'une lecture très très fine des romans algériens d'expression francophone. Oui, très bien. Et il y a toute une histoire là qui traite sur la question de la mémoire, qui est, même si l'école, je suis tout à fait d'accord avec Aïssa que l'école c'est un encadrement idéologique de l'État. Il y a la possibilité, dans un roman par exemple, de le lire à travers ou contre-courant à cette dominance idéologique. Et je suis tout à fait d'accord aussi avec Alain que nous les historiens, on travaille bien ces questions qui sont très difficiles. Et quand les politiciens ils s'entreviennent, ou si nous, on veut parler à la place des politiciens ou se mettre à la table avec eux, que tout devient difficile. Mais est-ce que vous tenez compte de ce qui est écrit justement par ces romanciers pour votre écriture? Ah oui, bien sûr, j'ai fini un livre sur la colonisation des noms algériens et j'ai fini avec Kateb Yassine, bien sûr. C'est brillant là, la façon par laquelle il revoit cette histoire, la question de la violence coloniale, qui n'est pas tout à fait ce que notre auditeur va penser à qu'est-ce que c'est la violence coloniale. C'est pas forcément juste que les Français qui viennent brûler, tuer et détruire. C'est aussi la façon par laquelle la société est rangée d'elle-même et l'effacement de soi, qui est, c'est pas une violence physique, mais l'effacement des institutions sociales. Et, la déculturation, etc. Ouais. Et le sujet, la possibilité de penser le moi comme un sujet cohérent. Merci. Oui, Alain, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, juste d'abord saluer au passage les travaux également de Christiane Chollet-Achour, ces travaux sont un apport très important à la connaissance de la littérature coloniale et contemporaine portant sur la question coloniale. Moi, je pense qu'un historien ne doit jamais écarter quelque source que ce soit finalement, à condition que chacune des sources que la nature de chacune de ces sources soit soigneusement étudiée de façon critique. Donc effectivement, les travaux, je pense par exemple, regardez par exemple, sortons un peu de l'Algérie, regardez le livre de Driss Raïbi, Les Boucs, donc sur l'immigration maghrébine et en particulier marocaine en France. Moi, j'ai appris l'horreur de la vie quotidienne des migrants. Donc, c'est un livre qui doit se situer dans les années 30-40, peut-être 50. On apprend beaucoup. Par exemple, lorsque le héros se met en ménage avec une femme française, les réactions de la société sont des réactions épidermiques de rejet d'une grande partie de la société, en tout cas. Donc, je pense que ce genre de témoignage doit nous être utile, à condition effectivement que ce soit corroboré par d'autres sources. Et c'est vrai de toutes les
de toutes les sources. C'est vrai pour l'histoire orale, c'est vrai pour même pour les archives. Les archives, évidemment, ne doivent jamais être prises au pied de la lettre. Merci. Avant de conclure, il nous reste 10 petites minutes. Si ça ne vous dérange pas, j'aimerais bien que Rissard ou Alain ou même Benjamin puissent nous dire quelque chose sur le rapport Tuber. Oui, peut-être Alain. C'est simple, la mission Tuber a duré 48 heures à ma connaissance. Il a été rappelé immédiatement. Tuber était un drôle de général puisqu'il était apparenté au groupe communiste. Il était adjoint, rappelez-moi, il était adjoint à la mairie d'Alger ou conseiller municipal, en tout cas sur la liste communiste. Et donc, il a été rappelé, je crois qu'il a dû passer quelques heures à Sétif. Quelques heures, oui. Je ne sais pas s'il est passé par Guelma. Il est revenu même. Il a été rappelé tout de suite. Et donc, bon, son rapport, bien sûr, dit des choses, mais évidemment, ça a été sous les touffoirs étatiques. Merci. Le travail le plus complet sur les massacres, c'est le travail de Régui, de Marcel Régui. Il a vraiment fait une enquête, juste après. Il y est allé, il a fait une enquête. Oui, mais est-ce qu'elle a été rendue publique sur Guelma. Oui, mais est-ce qu'elle a été rendue publique à l'époque? Oui, elle est publiée. Elle est publiée entre les... Oui, mais après aussi. Elle a été publiée très tardivement. Oui, voilà. Il l'a fait en 1946. Elle a été publiée très tardivement, préfacée par Jean-Pierre Péroulou. Elle a été publiée très tardivement. Je crois que c'est Jean Amrouche qui en avait eu la primeur. Et puis, c'est resté un peu dans les tiroirs et ça a été publié vraiment dans les années 2000. Ça a été, c'est un ouvrage vraiment très fin, quoi, très détaillé et puis plein d'émotions et puis très rigoureux. Il a fait une vraie enquête. De terrain. Voilà, il y a eu ce travail. Et puis, il y a le travail de Benaïch Kamel, qui est journaliste, qui va être publié là, l'édition Le Croquant, qui a, disons, fait des entretiens avec un certain nombre de témoins. C'est ça qui est nouveau, des témoins qui avaient vécu à l'époque, qui étaient soit des enfants, enfin des jeunes adolescents, ou soit même des gens qui étaient à un moment dans le mouvement, quoi, qui ont manifesté, qui sont restés vivants. Il y en avait très peu, mais il a fait même des entretiens avec les lycéens qui avaient été éjectés du lycée de Sétif à la suite donc, de 1945, notamment Blaid Abslam. Il y a eu quelques lycéens qui ont été, disons, sortis du collège colonial de Sétif. Il a fait quelques entretiens. C'est très intéressant aussi de voir un peu comment ils ont vécu ces journées. Donc le Graal aura vraiment le plaisir d'accueillir donc Benesch lorsque son livre sera publié. Bon, là on n'a pas le temps de revenir sur les différentes tentatives de reconnaissance par Hollande, par d'autres. Je crois que tu veux faire une deuxième, le Graal bien sûr. Faire une deuxième émission, on pourra reparler de ça. Voilà. Donc c'est une transition que je vais faire. Voilà, donc ça, on va le. Juste dire un mot sur Kateb Yassine. Kateb Yassine peut avoir vraiment pris conscience à ce moment-là en 1945. Moi, j'avais fait un moment, j'étais intervenu sur 1945 à Bobigny, et j'ai eu la femme de Boumedienne qui m'a dit, la femme du président Boumedienne, qui était là à Lyopolis, à Guelma, qui a pris conscience, effectivement, il était jeune enfant quasiment, il avait 10-11 ans, elle m'a dit, ça l'avait traumatisé, ils avaient traumatisé beaucoup de jeunes et d'adolescents qui ont donc pris conscience de la réalité coloniale. Et
qui a fait. Alors, pour ce qui est de la littérature, effectivement, elle est très importante, mais je veux dire, c'est pas de l'histoire. Hein. C'est une opportunité de parler des questions d'histoire que donne l'ouvrage de Nejma ou d'autres ouvrages. Hein. Parler de Schreiber ou d'autres. Hein. Mais c'est pas de l'histoire. Hein. Je veux dire, c'est vraiment ça, de revenir sur des questions d'histoire. On en voit aujourd'hui autour de la polémique autour d'un bouquin sur l'Algérie dans les années 2000. Mais c'est un prétexte, mais l'histoire reste quand même une science sociale rigoureuse. C'est certain. D'outils, d'objectivation et d'autonomie du point de vue, etc. Il ne faut pas mélanger les choses d'un point de vue. C'est certain, Issa, tu as raison. La question que j'ai posée, c'est simplement quelle est l'importance, quelle est la place que donnent les historiens à la littérature, justement. Merci à vous deux, à vous tous, pardon. Merci Alain, merci Aïssa, merci Ben pour ton éclairage côté États-Unis. Alskhir, Yasmine, Benjamin Stora qui nous a quittés, Armar qui est en Algérie, à Saïdar, donc il a eu du mal à se connecter. Bien sûr qu'on a encore beaucoup d'éléments et beaucoup de choses encore à dire par rapport aux événements du 8 mai 1945 à Steve Khalata et Guelma. Si vous me permettez, je finirai cette allocution par un témoignage d'ailleurs de Kateb Yassine. Il dit « Je témoigne que la manifestation du 8 mai était pacifique. En organisant une manifestation qui se voulait pacifique, on a été pris par surprise. Les dirigeants n'avaient pas prévu de réaction. Cela s'est terminé par des dizaines de milliers de victimes. À Guelma, ma mère a perdu la mémoire. Plus loin, il dit, on voyait des cadavres partout dans les rues. La répression était aveugle. C'était un grand massacre. » Voilà, donc je vous remercie. Je remercie donc tous les internautes qui nous ont suivis. Et je leur donne, bien entendu, rendez-vous le mercredi 30 avril prochain, à la même heure, 18h heure de Paris, 17h heure d'Alger. Bien entendu, donc, on reviendra sur ce que vient d'évoquer donc Aïssa aussi, donc les reconnaissances de maintenant. Et le thème sera les effets immédiats sur cet événement sur lesquels on va revenir, et bien sûr sur les effets d'aujourd'hui et le travail qui reste à accomplir. En tout cas, merci à tous et à bientôt. Merci. Merci. À bientôt. Au revoir.